bonsoir à tous, merci et bienvenue sur cette soirée agro-dirigeant. Voilà, je suis très contente de participer à cette soirée et d'échanger avec vous qui êtes en ligne et puis quelques personnes dans la salle. Comme vous le savez, pour les agros, on doit aussi adapter nos activités bien sûr à ce nouveau contexte. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quelques personnes avec nous au Quai Voltaire à la Maison des ingénieurs agronomes et puis la majorité des gens en ligne. Donc, je suis Amanda Ramirez, je suis secrétaire générale de la Fédération Uniagro et déléguée générale d'AgroParisTech Alumni. Et donc, Agro-Dirigeant qui organise cette soirée m'a proposé d'animer le débat puisque c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque à côté de mon activité avec les agros, je fais aussi de la médiation. Je pense que c'est très utile, surtout en ce moment. Donc quelques mots très rapides, puisqu'on a pris un peu de retard sur la Fédération Uniagro. C'est un réseau d'associations d'anciens élèves d'ingénieurs agronomes, à peu près 45 000 diplômés. Notre objectif, c'est d'animer cette communauté, d'accompagner les alumni dans leur vie professionnelle, de faire vivre aussi des réseaux de proximité. J'ai vu qu'il y avait des gens connectés, des responsables de groupes régionaux, donc merci à tous d'être là et merci pour tout ce que vous faites pour le réseau. On a des groupes internationaux et puis on a aussi des groupes professionnels. Donc, ce soir, c'est Agro-Dirigeant qui est l'un d'entre eux qui a organisé cette soirée. On a aussi le magazine Planète Agro. J'en profite pour dire qu'on n'a pas pu... on n'a pas pu publier le numéro 5, le numéro 6 sur l'économie circulaire, il était que en ligne, mais le prochain sera OK, il arrive. Donc cette soirée, en fait, elle est organisée par le groupe Agro-Dirigeant, donc je vais passer tout de suite la parole à Charles, qui va nous dire quelques mots pour présenter le groupe. Merci Amanda. Donc oui, effectivement, nous avons le plaisir avec le groupe Agro-Dirigeant de vous proposer cette conférence sur la gestion des conflits et des tensions en entreprise, sur à la base une idée qui a émergé lors de notre soirée porte ouverte en octobre dernier. Soirée porte ouverte où chaque année nous sollicitons les membres pour, de façon collaborative et agile, définir les sujets qu'ils ont envie de voir traités au cours de l'année suivante. Et donc, il y avait parmi les sujets qui ont émergé la gestion des conflits et des tensions en entreprise. Pour mémoire, Agro-Dirigeant, c'est un groupe professionnel de la Fédération Uniagro qui a pour but de rassembler autour d'une équipe de bénévoles qui l'anime des agros expérimentés afin de favoriser leur mobilité professionnelle. Cela passe par le réseautage pour échanger sur des informations sectorielles, sur des informations sur les bonnes pratiques de management, sur des informations sur les postes disponibles et les contextes de l'entreprise. Et puis c'est aussi un moyen, dans un contexte amical, de cadrer son projet professionnel et de cadrer sa présentation afin de réussir sa mobilité professionnelle. En chiffres, l'année dernière, malgré déjà, c'est à peu près 800 membres parmi les adhérents d'Uniagro, dont 400 qui adhèrent à notre groupe sur LinkedIn. Et l'année dernière, malgré le Covid, on a organisé quand même 12 événements, dont des ateliers mobilité et 2 conférences, dont celle de ce soir, et puis auxquels s'ajoutent des événements avec le service carrière d'Uniagro et d'autres services carrière comme ceux d'Intermine et de la Union. L'équipe donc actuellement est constituée par moi-même et Nicolas qui est aux manettes ce soir pour tout l'aspect technique et Laurent Yannick. Jusqu'à il y a peu, il y avait également Delphine Hermouette qui vient de reprendre un poste et qui s'est impliquée pendant 2 ans pour qu'il se passe des choses dans ce groupe. Et puis demain, nous espérons être rejoints par Armel Lerouvet et Xavier Mollet dans un cycle normal de renouvellement de l'équipe des gens évoluant dans leur carrière professionnelle. Je laisse maintenant la parole à Amanda et à nos 3 intervenants pour qu'ils nous éclairent, comme vous l'attendez, sur les meilleures façons de gérer les tensions et les conflits dans le monde professionnel. Bonne conférence. Merci Charles. Donc on va se lancer tout de suite sur le sujet du conflit. Donc pourquoi ce sujet lors de la rencontre en fait des soirées portes ouvertes d'Agro-Dirigeant,
en octobre dernier, plusieurs thèmes avaient émergé et celui-ci avait été un peu plébiscité parmi d'autres. Et puis il intéressait quelques animateurs, donc on s'est dit qu'il fallait le prendre en main. Donc l'équipe agro-dirigeant s'est lancée sur ce sujet. Finalement, on pense aussi qu'en ce moment, c'est un sujet d'actualité, puisque on remarque quand même beaucoup de tensions aussi. Il y a tellement d'incertitudes, pas mal de peurs aussi qui s'expriment avec l'actualité sanitaire, économique. Donc on s'était dit que c'était pas mal d'essayer de maintenir cette soirée malgré les conditions qui sont un peu difficiles. Donc le conflit, tout le monde, tout le monde y fait face. Enfin, parfois on l'évite aussi, on peut en parler, mais du coup l'idée c'est que c'est aussi, ça peut partir du désaccord, de la différence de point de vue, c'est inhérent un peu à la relation humaine. C'est aussi des aspects parfois culturels qui font qu'on vit le conflit de manière différente. Ça peut être aussi quelque chose de positif qui peut aussi faire naître de belles choses. Donc pas mal de choses à dire sur cet aspect, on va se concentrer ce soir parce que on peut le vivre malheureusement dans beaucoup de champs de sa vie, le conflit. Ce soir on se concentre sur la vie professionnelle. Et l'idée c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut essayer d'aider aussi les managers, les responsables d'équipe, mais aussi les collaborateurs ou chacun d'entre nous à mieux vivre ces situations aussi quand elles se présentent ou à les anticiper dans la vie professionnelle. Donc pour répondre à ces questions, on a fait venir des experts qu'on a invités. Juste, j'ai oublié de dire, que la soirée du coup va se passer en 3 étapes. La première étape va être plutôt centrée autour un peu du cadre posé sur ce que c'est que le conflit, quelle est la nature des conflits, quelle peut être leur nature. Deuxième partie plus sur cette idée d'anticipation, comment éviter qu'un conflit s'envenime, qu'un désaccord devienne vraiment on va dire handicapant pour les organisations, puisqu'on sait que les conflits aussi ont de nombreux coûts, à la fois humains, mais aussi parfois financiers, organisationnels. C'est quelque chose qui peut vraiment être coûteux. Et puis, donc, deuxième partie sur éviter l'engrenage. Troisième partie de notre soirée, plus sur malheureusement quand le conflit éclate, quand il est, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on va en parler, quand le conflit éclate, quand il y a la rupture, quand on est un peu au paroxysme du conflit dans sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment résoudre la crise quand elle est déjà là? Donc, je le disais tout à l'heure, pour répondre à ces questions, AgroDirigeant a souhaité inviter trois experts qui vont nous partager à la fois leurs compétences, mais aussi leur expérience. Donc, une médiatrice qui est à la fois aussi une agro, donc on est très heureux d'accueillir Caroline qui se présentera tout à l'heure. On aura aussi le point de vue de la DRH, comme on disait. C'est vrai que les ressources humaines ont été sollicitées beaucoup pendant cette période. Ils font partie de ceux qui ont énormément travaillé avec beaucoup d'enjeux, de stress pour organiser le télétravail et puis tout ce qui a pu se passer. Donc l'avis de la DRH pour aider aussi les organisations à vivre le conflit. Et puis l'avis aussi très concret du directeur d'exploitation dans son travail au quotidien. Dans les équipes, comment est-ce qu'on fait, et notamment en ce moment, comment est-ce que vous avez pu traverser les conflits dans votre entreprise. Donc c'est Christine et Guillaume. Donc on va commencer par Caroline, si tu viens te présenter. Merci Amanda, bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là avec vous, d'autant que, comme tu le disais, donc, je suis ingénieure agronome de l'INAPG. J'ai travaillé dans le privé et puis à la DGCCRF au ministère des Finances où j'avais des fonctions transversales et j'ai fait de l'interministériel et de la négociation à Bruxelles. Et c'est sans doute ça qui m'a donné envie de creuser un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se mettre d'accord entre personnes qui ont des positions très différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont des intérêts différents. Ce qui m'a amené à m'intéresser de près à la médiation. Et depuis 5 ans maintenant, je suis devenue spécialiste du conflit et j'interviens dans les entreprises et les organisations, soit en prévention, en formation et en facilitation,
soit en intervention une fois que le conflit est là, et à tous les niveaux de l'escalade du conflit en médiation. Et je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de médiation. Oui. Merci Amanda. Guillaume Barberon, donc je suis ingénieur agroalimentaire. J'ai fait tout mon parcours en direction de site et un petit peu de travaux neufs. Et depuis 15 ans, je travaille chez un traiteur de 200 personnes pour 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on fait que des produits à façon très spécifique, surtout pour des grandes enseignes ou des consommateurs haut de gamme, type la première classe du Thalys, de l'Eurostar, des grands restaurants parisiens. Mais depuis quelques temps, tout ce monde s'est un petit peu arrêté avec la fermeture des trains, la fermeture des établissements, et on est pile dans le sujet du conflit et du stress. Voilà. Alors Christine, merci Amanda, merci à tous, ravi d'être là. Je suis DRH, la seule non agro. J'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire et j'accompagne aussi parallèlement les dirigeants d'organisations sur des projets complexes et donc souvent source aussi de conflits. Et donc j'ai une formation en gestion d'entreprise puis spécialisation en ressources humaines, complétée récemment par un parcours en neurosciences pour justement mieux comprendre et mieux accompagner. Merci pour votre présentation et merci beaucoup pour votre présence. J'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, mais si vous avez des questions, des exemples de conflits que vous avez envie de partager ou pour nous donner aussi des exemples concrets, n'hésitez pas à les donner. Donc, pour commencer cette première partie, on a dit donc tout à l'heure qu'il y a des conflits vraiment de toutes sortes qui peuvent s'exprimer de manière vraiment relationnelle, culturelle, mais aussi parfois plus institutionnelle, avec aussi des types de comportements différents face aux conflits. Donc on avait envie de donner d'abord la parole dans cette première partie à nos intervenants sur vraiment poser un petit peu ce cadre de quels sont les conflits que vous rencontrez dans votre travail, et puis de donner la parole aussi d'abord pour commencer à Caroline, pour qu'elle nous explique vraiment de son point de vue de médiatrice, qu'est-ce qui se joue dans le conflit, et pour nous permettre d'avoir un regard un peu plus, déjà un peu théorique. Ça va être assez rapide, mais pour cadrer un peu les choses et le débat. Donc, je te laisse commencer. Oui, merci. Effectivement, je trouvais que c'était intéressant d'introduire ça quand même avec quelques notions pour qu'on soit bien d'accord sur qu'on parle bien de la même chose, et puis de vous donner quelques clés aussi pour comprendre ce qui se joue. Donc, j'ai commencé par une définition qui moi me parle, j'espère qu'elle vous parlera aussi. Donc un conflit, c'est une situation impliquant deux personnes ou plus. On n'est jamais en conflit tout seul, et ça fait du bien de le rappeler, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, c'est ma situation très difficile, je vis un conflit, mais en fait c'est pas moi j'ai pas de problème, le problème c'est l'autre. » Non. La mauvaise nouvelle, c'est que dans un conflit, si vous êtes dans un conflit, vous faites partie du conflit. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez du coup avoir une action sur ce conflit. Donc deux personnes ou plus qui ne partagent pas la même compréhension de certains événements ou de leurs droits respectifs, et on peut vivre les événements de façon différente, on peut avoir des vérités différentes, et la résolution de conflits, ça va consister à chercher ensemble ce qu'on peut faire de ces compréhensions différentes. Et un conflit, ça se vit toujours de façon agressive ou pénible, et en général, c'est jamais quelque chose de confortable. C'est aussi une des raisons qui font qu'on cherche peut-être souvent à l'éviter, et qu'on ne va pas forcément le traiter ou le regarder en face. Et donc ça se joue dans la relation. Donc voilà, je pense que tous les termes de cette définition sont importants. Donc l'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est que si vous avez des collaborateurs, ou si vous-même vous êtes pris dans un conflit, en général la première chose qui sort, c'est le litige, c'est une position. Oui, vous voulez ça, ou vous voulez pas ça, mais en tout cas c'est ce qui est dit, c'est la première chose qui sort. Et si on s'arrête là, si on s'arrête à cette partie émergée, donc au litige,
Si en tant que manager, vous allez vous trancher le litige, eh ben, vous allez être surpris de voir quelques temps après qu'en fait le conflit n'est pas du tout résolu et qu'il va ressurgir. Et pourquoi? Parce que dans la partie immergée de l'iceberg, vous avez un certain nombre de choses, des sentiments, des émotions, des ressentis, des besoins, des valeurs qui ne sont pas forcément exprimés au premier chef. C'est pas ça qu'on va vous dire, mais si vous ne traitez pas ça, si vous n'écoutez pas ce ressenti-là, en fait, vous ne traitez rien finalement et vous allez vous retrouver avec votre conflit toujours sur les bras. Donc vous allez voir, on va y revenir, que l'important c'est d'abord d'écouter la personne qui vient partager quelque chose qu'elle vit. La première chose à faire, c'est l'écouter. On va y revenir. Alors, le conflit, c'est une escalade. Alors, vous pouvez vous le représenter comme une escalade ou comme une spirale, mais ça se développe, ça évolue, ou ça dégénère, si vous voulez. Ça démarre par des tensions, des choses qui sont pas encore vraiment du conflit, hein, qui sont vraiment des tensions, des petits désaccords, des malentendus, des incompréhensions. Et puis, ces désaccords, ces malentendus-là vont amener une limitation de l'écoute entre les personnes, une limitation de l'implication qui va elle-même entraîner, si vous ne le traitez pas là à la base, ça va continuer à se développer. Et alors, il faudrait avancer la diapo, voilà. Donc, ça va entraîner en fait une rigidification des positions de chacun. Donc, c'est là où on commence à dire voilà, ma position c'est ça, je n'en sortirai pas. Et il y a beaucoup moins de place au dialogue à ce moment-là. Et puis, ça se développe, ça se manifeste à ce moment-là par des attaques verbales, par une perte de confiance. Des amalgames, des généralisations. Non mais de toute façon, il est toujours comme ça, il fait toujours ça, et voilà. Et à ce moment-là, on est déjà quand même dans un conflit qui est bien installé. Et puis, c'est ça qui amène à confondre la personne et le problème. C'est-à-dire vous n'avez plus un problème, vous avez en face de vous une personne qui devient la personne à abattre, qui cristallise le problème. Et là, l'autre est un obstacle et vous êtes là dans un conflit ouvert avec des problématiques éventuellement de harcèlement. Et ce qui est important, donc, c'est de voir que c'est quelque chose qui se développe. Donc, on va reparler de l'intérêt de le désamorcer, de le traiter dès le départ pour éviter ce développement-là. Et vous comprenez aussi que ce qui est important, c'est ça ne sert à rien de vous dire « Ah, de toute façon, ça va passer tout seul parce que il y a quand même de grandes chances que ça continue à se développer et que ce soit de plus en plus compliqué à gérer. Et on va voir aussi qu'on n'intervient pas de la même façon au tout début du conflit, presque en prévention, et une fois que le conflit est bien installé. Voilà, ça me paraissait important de partager ça avec vous. Merci donc pour cette introduction. Juste, je fais une petite pause, Nicolas. Tu as vu les questions sur le son, Sabine qui nous demande si l'enregistrement. J'espère que l'enregistrement sera bien. Voilà, donc Sabine, merci de ta question. Voilà, on enregistre effectivement, donc on espère que le son sera bon et que tu pourras suivre ensuite. Voilà, merci à tous de votre compréhension de ces aléas du technique. Donc après cette présentation qui met un peu les choses en perspective sur le conflit, je vais passer aussi la parole à Christine et Christophe qui nous parlent eux de leur vision, de quel type de conflit vous avez pu vivre et par quoi vous avez envie de débuter cette première partie. Alors, des conflits en entreprise, on en a de tous ordres. Je vais partager mon expérience de DRH. Pour peut-être compléter ce que disait Caroline, c'est que ce que je constate en entreprise, c'est que souvent le stress est un facteur d'amplification des conflits, ou parfois aussi en est la conséquence. Et donc je pense que c'est extrêmement important parce que c'est vrai que le stress, ça limite nos capacités d'écoute, d'adaptation. Ça nous empêche d'avoir accès à ce qu'on appelle notre cerveau préfrontal qui nous permet de donner notre plein potentiel et c'est vraiment dommage. Alors comme je suis avec des agros un peu techniques, je vais partager une petite équation.
qui est stresseur. Le stress égale stresseur, l'élément stresseur est notre stressabilité. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'important à avoir en tête et à se dire que c'est aussi un facteur multiplicatif. Ce que j'ai constaté, moi, dans les expériences que j'ai eues, c'est que souvent, le conflit provenait d'un sentiment d'inéquité, d'injustice, quelque chose qui touchait à nos valeurs. Une autre chose qui se passe relativement fréquemment, c'est quand il y a une absence de remise en cause, c'est-à-dire qu'on a des convictions, on a un certain savoir ou un pouvoir, on a un peu de mal, enfin les protagonistes, dont on peut faire partie aussi, ont un peu de mal à remettre ça en cause. Et puis, un autre point qui est plus particulièrement exacerbé en cette période d'insécurité sanitaire, c'est le sentiment d'insécurité, justement. On peut penser que ça atteint à notre survie. Et quand on creuse, quand je regarde d'où ça vient, ce que j'ai constaté souvent, c'est qu'il y avait un manque de factualisation, d'objectivation des choses, des faits qui étaient l'objet du conflit. Une absence aussi de communication, comme le soulignait Caroline, de communication, d'échange véritable, de partage, et parfois, il faut le dire, une absence de courage managérial. Ça ne sert à rien de laisser pourrir, et c'est vrai que ça monte crescendo quand on regarde. Alors, des exemples très concrets, alors en tant que DRH, il se passe souvent à la période des rémunérations et des changements de salaire, qui n'est pas venu avec un sentiment d'injustice par rapport à son chef. Et donc ça, c'est arrivé plus d'une fois. Et le chef de dire, nous, j'ai pris cette décision. Et finalement, dans les cas où c'est arrivé, j'en ai un en tête en particulier, on est allé vraiment regarder des éléments factuels, puisque du coup, l'argument était que la productivité de cette chef d'équipe n'était pas la même. Mais finalement, on s'aperçoit que si on était allé regarder les éléments factuels, comme les rendements, les indicateurs qui existent dans les ateliers, eh bien, ce conflit ne serait peut-être pas né, on n'aurait pas pris cette importance. Un autre cas de figure qui est relativement fréquent, c'est, dans un langage un peu trivial, deux personnes qui ne peuvent pas se sentir. Ça, c'est pas grave si elles sont chacune au bout de l'usine, mais quand ce sont deux personnes sur une même ligne, ça crée quand même des inconvénients dans le fonctionnement et des pertes. Et là aussi, on s'aperçoit que ce conflit, il est arrivé, mais après une longue période, après une période d'absence d'échange, de manque d'échange entre les personnes, de non-intervention ou de non-dialogue du hiérarchique. Et c'est là où je rejoins également Caroline en disant que vraiment, ça ne sert à rien de laisser pourrir et que l'absence de courage ou d'assertivité ou d'appétence pour aller parler, échanger avec les gens et savoir ce qui se passe est vraiment très important. Un dernier exemple qui est relatif plus à la sécurité est celui concernant une jeune dirigeante d'entreprise avec qui je suis en relation et qui a pris ses fonctions en début d'année dans une entreprise pour justement transformer la culture, changer les process, donc déjà facteur d'insécurité puisque tout être humain aspire à rester en homéostasie, en équilibre avec ce qu'il connaît, mais en plus qui donc a vécu très rapidement après son arrivée la période d'insécurité sanitaire qui est le Covid. Donc là en fait ça a été une immense source et donc elle appréhendait beaucoup les conflits, ça a été une source de tension et ce d'autant que dans cette période ce qu'elle a constaté c'est que, et qu'on a constaté ensemble, c'est que les personnalités très marquées ou les personnes très stressées, en fait, ce trait de caractère s'accentue encore. Et donc, c'est une montée du stress. C'est pour ça que pour moi, c'est un élément très important à prendre dans la mécanique du conflit. Merci. Christophe, du coup, votre témoignage? Alors, sur
Guillaume, pardon. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je vous appelle Christophe depuis tout à l'heure. Pardon, mes C'est excuses. les C, Lily, non? Guillaume, Désolé, pardon, non, mes excuses. c'est pas grave. Donc sur le terrain, j'ai fait le même constat que Caroline et Christine, en sachant que le Covid, parce que c'est le cas qui me concerne, a vraiment changé notre quotidien. Du jour au lendemain, on a été obligé d'instaurer le chômage partiel. On a perdu, nous, au début, plus de 80% de notre activité, plus de trains, plus de restaurants, plus de réunions, plus de mariages. Donc il a fallu réagir vite. Donc on a mis les gens au chômage partiel. Mais en marge de cette action qui est très factuelle et qui est très financière, il a fallu aussi mettre en place plein de choses pour garder le lien et le contact avec les salariés. Et on s'est vite rendu compte que c'était nécessaire parce que la rumeur, les échanges, on a tout entendu. Donc du jour au lendemain, on allait virer tout le monde. J'ai même entendu qu'on en virait plus que je n'avais de personnel dans le laboratoire. Mais la rumeur va vite et les gens, ils essayent de sauver leur poste. Et trivialement, on va dire, ils essayent de sauver leur peau. Mais parfois, c'est de façon désordonnée, de façon non maîtrisée. Et des conflits se créent, du stress se crée, sans raison. Mais au bout d'un moment, quand on regarde les conflits, souvent, on ne sait même plus pourquoi. Et dans ce cas présent, c'est le Covid. Mais le Covid, il a fallu qu'on le gère physiquement avec les masques et autres. Mais ça, c'est notre quotidien, financièrement et après humainement. Et ça, on a mis en place plein de choses qu'on abordera tout à l'heure. Merci. Donc, Guillaume. Donc, sur cette première déjà partie, Oui, je voudrais bien compléter un petit peu, juste sur l'effet en fait Covid, enfin lié à la situation vraiment, parce que ce qu'on observe, c'est pas les sources de conflits. Les sources de conflits ne sont pas différentes, je veux dire, en période de Covid, mais c'est l'environnement, le contexte qui fait que en fait on est plus à risque dans cette période-là. Il y a plusieurs facteurs que moi j'ai pu identifier. Il me semble que l'hétérogénéité des situations des personnes, alors les situations qui ont été vécues pendant le confinement, le fait d'avoir un logement plus ou moins grand, d'avoir des enfants, pas d'enfants, mais aussi dans une même entreprise, le fait qu'il y en ait certains qui sont en télétravail, d'autres qui soient obligés de venir travailler, tout ça, ça crée des incompréhensions, des questionnements. S'il n'y a pas du lien qui est mis, des moments de rencontre, des moments de convivialité, voilà, c'est des facteurs, ce sont des facteurs de risque. Un autre élément, c'est tout ce qui est distanciel. Et là, alors c'était déjà compliqué avant avec le développement des mails, des textos. Vous savez qu'on a quand même beaucoup contextualisé avec des émoticônes justement pour essayer de rajouter un petit peu de contexte dans les échanges. Mais là, évidemment, avec le Covid, on est encore plus dans ces échanges à distance. En plus, on rajoute le masque et qui fait qu'on perd une grosse partie de la communication non verbale. Donc, si on n'y fait pas attention, tout ça crée des malentendus, ça peut créer des incompréhensions. Et puis, enfin, et ça a été largement dit par mes prédécesseurs, tout ce qui est source de stress, donc l'inquiétude, l'incertitude, l'anxiété, le changement, tout ce qui augmente en fait le stress limite les capacités d'adaptation et notre flexibilité. Donc, va forcément aussi complexifier les relations. Donc voilà, je pense que c'est le contexte en fait qui est problématique. Merci. Donc, sur cette première partie, on a déjà entendu un petit peu l'importance de l'écoute, l'importance aussi du courage, vous allez dire, du coup de parfois de ne pas faire l'autruche, je pourrais dire quelque chose comme ça, sur ça. Je crois que le schéma de Caroline montre bien l'escalade. L'importance aussi du stress et puis de ce contexte qu'on vit qui est un peu peut-être faire ressortir un peu ce qu'il y a au-dessous là, comme on disait, de manière un peu plus forte. Alors, on va passer à la deuxième partie, mais avant, Vincent nous pose une question. Il nous demande, on entend
parfois que des gens aiment le conflit et d'autres pas. Est-ce que cela a un fondement? Est-ce qu'il y a des natures conflictuelles? Avant de passer peut-être à la deuxième, sur cette nature plutôt que la nature du conflit, est-ce qu'il y a des natures conflictuelles? Je ne sais pas si cette question inspire l'un ou l'une d'entre vous. Moi, je vais bien essayer de répondre. Je ne dirais pas comme ça qu'on aime le conflit ou pas. Alors, il y a des personnes qui vont l'éviter à tout prix. Donc, effectivement, celles-là, elles vont soit faire passer leurs besoins en dernier, voilà, elles vont faire l'autruche, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Et en revanche, je ne suis pas si on peut dire qu'il y a des personnes qui aiment le conflit, mais il y a parfois des personnes qui vivent à travers le conflit, c'est-à-dire qui se vivent comme étant en conflit, qui se peut-être complaisent un peu dans une position de victime et qui ont besoin en fait de ce conflit pour, voilà, pour exister quelque part. Oui. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'elles l'aiment, je ne suis pas sûre qu'elles y trouvent vraiment complètement leur compte, mais en tout cas, elles en vivent et elles ont du mal à lâcher ce conflit-là. Merci. Alors, juste pour nous détendre un petit peu, le son refonctionne. Hein, donc, parce que c'est un peu difficile. Bonne nouvelle. Donc, ok. Christine Dupont-Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Est-ce qu'il existe des natures qui ont une appétence pour le conflit? Des cultures peut-être aussi? Je n'irais pas dire des cultures quand même. Une appétence, je ne suis pas sûre. Je partage aussi l'avis de Caroline. Je pense qu'il y a aussi des contextes qui favorisent et à un moment donné, quand la personne a besoin d'exister ou qu'elle ne trouve pas ce qu'elle vient chercher à ce moment-là, elle passe autrement. Souvent, ce que je peux voir en entreprise, c'est que les gens demandent poliment une fois, deux fois, ils voient que ça ne fonctionne pas, après ils escaladent. C'est ce qu'on voit souvent. Donc après, il y a souvent une personne qui a plus d'ascendant ou qui a moins peur de rentrer ou de s'exprimer, etc. Mais en général, voilà, à part pathologie, je n'ai jamais collé d'étiquette n'aime que le conflit. Dans votre entreprise, Guillaume, on peut dénoncer? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le conflit? Dénoncer, je ne sais pas. Mais sur le terrain, c'est un petit peu représentatif de ce que disaient Caroline et Christine. Il y a des gens qui ont plus d'appétence au conflit parce qu'ils ont plus de certitude, ils ont plus de capacité à aller à l'affrontement. Donc je ne sais pas si c'est conflit ou affrontement, mais souvent c'est une capacité à rentrer dans les gens, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans l'évitement, qui se cachent, ou c'est plutôt des natures, je pense, plus que envie d'aller, on se lève pas le matin, je pense, hein, en se disant tiens aujourd'hui conflit. C'est plutôt des gens qui se disent moi j'ai pas peur, j'y vais, je rentre dedans. Et puis voilà, alors qu'il y en a d'autres qui se cachent, qui évitent, comme disait Caroline tout à l'heure. Je pense que c'est plutôt par rapport à la nature que par rapport au fait d'aimer le conflit. Moi, sur le terrain, je crois. Merci. Alors, on va passer à la deuxième partie pour essayer de voir est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement arriver d'en haut de l'escalier? Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour instaurer un climat de confiance, je dirais peut-être de dialogue, parfois, voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire en tout cas pour éviter les tensions, les apaiser avant voilà, qu'on soit trop dans l'escalade. À la fois, je dirais, au niveau voilà, interpersonnel et puis peut-être au sein de l'organisation. Hein. Donc, parfois, on a des collègues médiateurs qui disent mais l'organisation est déjà malade, qu'est-ce que je peux faire après? Mettre un pansement. Enfin, voilà, c'est des témoignages que parfois j'entends. Donc, on est vraiment dans cette partie sur dans chacun voilà, chacune de vos expertises et qu'est-ce que vous essayez de faire et qu'est-ce que vous conseillerez donc, sur cette partie pour éviter les tensions, l'engrenage. Et je en profite juste on a quelques personnes dans la salle, si vous voulez aussi poser des questions, n'hésitez pas. Donc je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer sur cette partie un peu plus voilà, d'anticipation, Christine? Oui, moi je veux bien. Et en plus avec une très belle illustration, donc avec cette jeune chef d'entreprise agroalimentaire, qui plus est dans le Grand Est, qui était une région particulièrement touchée par la Covid.
et qui est arrivée avec tout ce changement. Donc elle a fait de ce contexte une opportunité pour justement éviter et instaurer la confiance, puisque avec tous ces axes de transformation, pour elle, c'était un axe prioritaire. Et je dirais que les points clés ont été la transparence. Alors la transparence, je dirais dans l'organisation, c'est-à-dire aussi bien quels sont les rôles, les fonctions de chacun, quel est le pouvoir de décision de chacun, donc son autonomie. La transparence également dans tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire la communication aussi bien ascendante que descendante, et la fluidité. C'est très important pour gagner en confiance, d'avoir de la fluidité. Et pour faire ça, il faut également une transparence sur, à mon sens, sur les règles, les process, comment on fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, dire, pas faire, comment, selon quelle modalité, on va dire. Le deuxième point qui à mes yeux et à l'issue de mon expérience est importante et que Géraldine donc, a très bien su mettre en œuvre, c'est tout ce qui est empathie et considération. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est important, c'est la prise en compte de l'autre, de ses besoins, de ses envies et de nos propres besoins, qu'on soit ou pas dans le conflit. C'est-à-dire que, comme le disait Caroline tout à l'heure, ne pas se sacrifier, c'est-à-dire que ça soit quelque chose d'équilibré. L'autre mérite d'être écouté, entendu, observé, et moi aussi je mérite. Donc, pour fluidifier, pour avoir ces choses-là. Et le troisième axe, qui peut être le plus important, c'est que tout ça soit en cohérence, qu'il y ait une congruence. C'est-à-dire que ce qu'on exprime, ce qu'on souhaite, soit vraiment incarné. Si vous dites, si vous mettez une règle et si elle n'est pas suivie sur le terrain, je pense qu'on a tous expérimenté ça, c'est source de conflit. Et donc, dans cette période de Covid, et en plus délicate, puisque de changement et facteur d'incertitude de par l'organisation et les changements dans cette entreprise, eh bien, vraiment, ils ont beaucoup travaillé sur la transparence, tout ce qui était communication donc, quotidienne avec les salariés, que ce soit en direct pour les salariés de production qui eux travaillaient dans l'usine, puisque contrairement à la société de Guillaume, il n'y a pas eu de baisse d'activité. Également en virtuel par visio avec les salariés qui étaient en télétravail et autres. Et évidemment, ça c'est aussi la DRH qui coach, je suis très contente d'avoir des managers comme ça, avec les représentants du personnel qui étaient très tendus au démarrage, mais du coup, vraiment tous les jours une réunion avec le comité de sécurité. Le deuxième point, donc, c'était le cap sur l'empathie, les relations, et c'est le mode de fonctionnement qu'on veut avoir. Vraiment, il y a eu des groupes de travail, beaucoup de présence des managers sur le terrain et la direction, du comité de direction. C'est important pour les gens de terrain, et Guillaume, je ne sais pas si vous le confirmerez, mais ça peut être important, mais vraiment d'avoir des gens sur place. On sent qu'on est pris en considération, qu'on est écouté, entendu. Et donc, dans ce cadre-là aussi, parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes de Covid, ils ont mis en place un numéro vert pour toutes les questions que les salariés pourraient avoir sur ça. Et la mise en cohérence et la pratique de ça, ça a été aussi, très concrètement, un salarié qui était très stressé par le Covid, qui venait travailler, et dont ils ont su qu'il gardait le téléphone dans sa poche alors que la règle disait que c'était interdit. Finalement, ils ont écouté ses raisons. Il avait un fils touché par l'asthme, et le fait de venir travailler, il craignait de le contaminer. Sa femme était soignante, son enfant était seul. Et donc là, ils sont réunis avec les managers, avec la direction, et ils ont dit, on applique, on est en cohérence, on applique ce principe d'écoute, et on montre qu'on l'a entendu. Et donc, ils m'ont dit, OK, vous gardez le téléphone dans la poche, sur vibre. Et ils l'ont expliqué aux syndicats, expliqué aux autres, et tout le monde l'a très bien compris. Ça s'est fait en toute transparence. Autre chose, autre anecdote, donc au début,
la crainte pour un service particulier, qui est le service du lait d'une fromagerie, c'était d'être contaminés. Mais en fait, ils ont déjà la charlotte, ils ont déjà le masque, ils ont déjà tout ça, mais ils avaient peur d'être contaminés par les fournisseurs, et notamment les fournisseurs de lait. Et alors que, objectivement, il n'y avait aucune raison. Ils étaient dans une cabane en plexi, etc. Simplement, ça ressortait dans les groupes de travail, dans les échanges. Et donc, la direction a dit, OK, on achète des thermomètres, c'est votre demande, les chauffeurs prendront leur température et comme ça, on aura un indice. Et finalement, ils ont gardé les thermomètres 2-3 jours, mais ils sont venus rendre les thermomètres à la direction en disant, ben, oui, il y en a pas besoin, mais ils ont été très contents que cette demande soit prise en compte. Et un troisième point qui me semble aussi très bien illustrer cette transparence et voilà, et le fait qu'on est en empathie et qu'on est positif vis-à-vis des réactions que peuvent avoir les autres, c'est qu'ils ont donné une prime Covid. Et en fait, les discussions, ils l'appréhendaient, et les discussions, évidemment, ont commencé en disant mais nous, on est venus travailler, les autres, ils l'ont et ils ne sont pas venus travailler. Et là, ça a été aussi un dialogue en toute transparence avec les personnels et les partenaires sociaux, en disant bah oui, on a donné une prime Covid à tout le monde. On n'a pas récompensé une prise de risque sanitaire, pardon. On a récompensé un engagement vis-à-vis de la société. Et à la fin de cette période de confinement, ils ont fait un très grand poster en remerciement de l'engagement de tous les salariés et ils l'ont affiché sur le mur de l'usine. Voilà les témoignages voilà, qui ont évité les conflits qui étaient un peu redoutés ou autres, qui a eu, mais voilà. Donc je pense que ces trois clés sont intéressantes. Très bien. Est-ce que Guillaume, vous voulez partager avec nous ce qui a permis peut-être de éviter des conflits plus importants ou instaurer la confiance? Quelles sont les petites choses que vous avez mises en place? Alors déjà, faut remettre dans son contexte notre vie avant le Covid. L'entreprise dans laquelle je suis, Festin de Bourgogne, a été créée par mon patron, Didier Chapuis, il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, on était en évolution permanente. Donc il y avait une union sacrée de tous les salariés vers la satisfaction du client. Donc nous, tous les matins, on fait une réunion d'encadrement et notre principal problème, c'était embaucher des gens. Avant le Covid, c'était compliqué d'embaucher des professionnels de la cuisine, de la pâtisserie et d'autres domaines de l'agroalimentaire. Donc on avait des problématiques, on va dire, de personnel, de capacité de production. Et du jour au lendemain, plus rien. Mais on n'était pas prêt. On n'était pas préparé. C'est une entreprise familiale, je vois mon patron tous les matins. Et on n'a pas de manuel, pour ça on n'a rien. Donc il a fallu qu'on se pose déjà, pour pas partir dans tous les sens. Donc on s'est posé, pendant quelques jours, on s'est posé plein de questions et on s'est donné une ligne de conduite pour essayer de donner une ligne de conduite à nous déjà et à l'ensemble de nos salariés. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a instauré une présence terrain. Il y avait toujours soit mon patron, soit moi sur le terrain pour répondre aux questions du peu de salariés qu'il y avait au début. Parce que 20% sur 200, il y en a 40, mais tous les autres sont à la maison. Mais c'est comme si on éteignait la lumière et on leur disait attendez qu'elle se rallume. Et ils ont le temps de penser à plein de choses. Donc on a commencé déjà à faire une présence pour ceux qui sont là. Après, on a instauré une newsletter. On a réussi à récupérer toutes les adresses mail de tous les salariés. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a envoyé une newsletter avec qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et la première décision qu'on a prise, c'était de dire on va faire tourner les salariés, mais on se donne le droit, avec le CSE qu'on a rencontré, on se donne le droit de les appeler la veille pour le lendemain. Parce que dans l'agroalimentaire, il suffit qu'un restaurant ouvre, il a besoin de produits, il ferme, il n'a plus besoin. Donc si on dit on fait nos plannings le vendredi pour la semaine d'après, ça ne correspondait plus à rien. Donc on a pris cette décision, mais on l'a envoyée à tout le monde, que ça tout le monde le savait. Et qu'une personne pas appelée, une personne qui restait à la maison, au chômage partiel. Par contre, dès qu'on appelait, ils avaient le devoir de nous répondre. Donc ça, c'était la première chose. Comme ça, tout le monde savait ce qu'on avait mis en place. On a mis tout de suite tout le protocole qu'on a envoyé aussi aux salariés pour que même s'ils n'étaient pas dans l'usine, ils sachent ce qui s'y passait. Après, quand l'activité a commencé à reprendre, on a fait tourner les salariés.
Alors, sur le coup, je trouvais ça, dans ma tête, très très simple. Je fais tourner. Et quand je faisais le point avec les chefs d'équipe, je me suis dit, plein de choses ont apparu, en termes de conflits exactement, parce qu'on a envie de faire que des équipes de bons. Et quand je vois mes responsables, je leur disais, allez, on prend qui cette fois pour les faire participer? Et c'est toujours le même nom qui sort. Et au bout d'un moment, je me disais, non, on crée de l'injustice, on va créer du conflit au retour de tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah bah toi, tu as été là tout le temps, moi, ils m'ont appelé 2 fois, pourquoi? Et on va pas lui dire parce que tu es mauvais. Ça se fait pas. Donc, on a essayé de créer des rotations équilibrées pour faire des équipes qui soient équilibrées sans démoraliser les gens, sans survaloriser les autres, parce qu'il y en a plein qui disaient c'est toujours moi. Donc, il y avait un équilibre à créer. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte que le fait de faire tourner les gens, ça leur donnait un droit de parole aussi. Ils venaient dans l'usine, ils venaient échanger. Et chacun partait, mais toujours avec la même information donnée par les deux mêmes personnes. Entre guillemets, de même, c'est exagéré, mais mon patron et moi-même. Comme ça, les gens, ils avaient la même information, et c'était pas le voisin de ma cousine a entendu par un salarié à toi qui habite ailleurs. Non, ça marche pas, ça. Donc, ça a permis d'avoir vraiment une ligne de conduite claire, précise, au travers de la newsletter, au travers de la présence. Et le fait de tourner permettait aux gens aussi d'avoir de la considération. Ils participaient à leur petit niveau à chaque étape de la reconstruction, entre guillemets, de l'entreprise. Et après, il y a eu aussi toute une partie un petit peu, j'étais pas prêt pour ça. Donc il a fallu prendre du recul, en discuter. C'est quand on appelle les gens et qu'ils disent je veux pas, comme disait Christine tout à l'heure, l'appréhension du Covid, pas par rapport à soi. J'ai rarement eu, hormis un ou deux cas, des gens qui me disaient non, non, j'ai peur. C'était plutôt j'ai peur de transmettre à mon mari qui est faible du cœur, à mes enfants qui ont de l'asthme, à ma grand-mère ou ma mère qui a le diabète. Et c'est vrai qu'il a fallu que je prenne du recul et que je dise pas ah si, si, il faut que tu viennes bosser. Il a fallu parfois dire je te rappelle, je vais voir parce que j'avais comment dire, un problème de riche, j'avais trop de salariés. Donc ça sert à rien d'embêter les gens pour le plaisir de les embêter en disant si je t'ai dit qu'il fallait venir, il faut que tu viennes. Donc il a fallu expliquer aux équipes que si certains me disaient non, je veux pas venir, pourquoi? Parce qu'il y en a aussi certains qui me disaient mais pourquoi celui vient jamais? Ben oui, mais sa fille, elle a une grave maladie, je ne vais pas prendre le risque de la rendre malade, alors toi tu peux venir, et vice-versa. Donc c'est vrai qu'à chaque décision, il a fallu ne pas se précipiter, beaucoup échanger, parce qu'il y a toujours l'effet pervers, l'effet, on va dire, miroir, qui fait qu'une décision qui semble bonne sous la douche le soir, entre guillemets, tout seul, et ben, le matin sur le terrain, il y a toujours un effet un petit peu pervers. Donc, tout ça a nécessité beaucoup d'échanges, beaucoup, comme disait Christine, et j'ai bien retenu les termes, beaucoup de transparence, beaucoup d'écoute, qui permet aussi d'avoir le retour des gens pour ne pas les forcer. Et au final, quand l'activité a repris, quand j'ai appelé tout le monde, j'ai vraiment eu une union sacrée et tout le monde est revenu. Mais parce qu'ils avaient participé tous un peu à leur niveau. J'ai pas eu de ouais, ça fait 3 mois que je viens pas, là pourquoi je reviendrai maintenant, entre guillemets. Et au final, il y a une sorte d'union sacrée. Comme on les a informés, ils étaient contents d'être informés. Et au final, maintenant que ça reprend, eh ben, on a le même élan qu'avant, dans un contexte complètement différent, parce que tous les clients, les Thalys, les Eurostars ne roulent pas, ou peu, donc on a quand même une activité qui a baissé, mais le fait d'avoir fait tourner les gens, je sens une adhésion au projet, une adhésion à la ligne de conduite, et pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir isolé des salariés, j'ai pas eu l'impression que il y a eu des aigreurs de l'un par rapport à l'autre, parce que tout le monde a contribué à son niveau, mais de façon équitable. Donc, au final, j'ai quelques remarques un peu acerbes de ceux qui aiment bien, mais globalement, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, l'ambiance est bonne et l'élan est bon, ce qui est déjà bien. Bravo. C'est déjà bien. Merci, en tout cas, c'est inspirant. Je retiens l'idée déjà de ne pas être à chaud, de prendre du recul. Petit tips. Alors, je vais juste rajouter une petite chose. Avant le Covid, tous les matins, on faisait une sorte de réunion de direction, parce que comme nous, on a des produits à 3 jours de DLC, il faut être très réactif, et si on met 3 jours à se décider, le produit est périmé, le client n'est pas satisfait. Et cette réunion, on a continué à la faire. Alors parfois, on était
On était 15 dans l'atelier, dont 10 encadrants, ça correspondait à rien. Mais on faisait ça pendant 2 heures, 1 ou 2 jours par semaine, pour qu'on phosphore ensemble et qu'on échange sur les choses qui nous ont surprises, parce qu'il n'y avait pas de manuel du Covid. Qu'est-ce que je fais quand un tel me dit ça? C'était très humain et très spontané. Et c'est vrai que le fait que le matin on échange, que le matin on se pose, ça permettait d'y aller après avec une réflexion et du recul. Et du recul. Merci. Donc du coup, on a entendu, Caroline, a des exemples très concrets des choses qui ont été mises en œuvre pour essayer d'empêcher, en tout cas de faire au maximum pour apaiser les situations ou anticiper. Donc est-ce que du coup, toi, tu pourrais aussi apporter ton regard, alors peut-être dans cette situation, hein, on va dire le Covid qui est particulièrement tendu, mais de manière plus générale, un peu des conseils sur comment on évite la catastrophe. Oui, comment on évite de grimper dans l'escalade. Merci pour vos exemples, vraiment effectivement très concrets. Alors moi je retiens l'écoute, la transparence et beaucoup de communication, y compris à travers la newsletter, auprès des personnes qui sont chez elles. Alors moi j'ai envie de dire, la première chose c'est de réduire au maximum le stress. Réduire le stress, c'est réduire l'incertitude, déjà, donner de la visibilité. Donc là, Guillaume, vous avez bien dit, vous ne pouviez pas donner de la visibilité sur la présence des personnes, mais au moins vous les avez informés, vous leur expliquez pourquoi. Voilà, moi j'ai vu autour de moi des entreprises où certaines sont capables de donner une visibilité à 3 mois aux personnes sur leur présence ou pas, et d'autres qui pourtant sont des gens dans les bureaux et avec des salariés qui travaillent très bien en télétravail, où finalement les consignes changeaient tous les 3 jours. Donc une semaine on disait il y aura 1 jour en télétravail, et puis finalement 3 jours plus tard, non, en fait c'est 2. Enfin voilà, donc la complexité pour réagir au quart de tour quand on a des enfants qui en plus ne vont pas forcément à l'école à ce moment-là. Et donc voilà, tout ce qui peut être fait pour réduire l'incertitude, donner de la visibilité, expliquer, c'est toujours positif. Préserver tout ce qui est espace d'échange informel. Donc là, la newsletter, c'était un peu formel comme échange, mais il y a aussi tout ce qui est convivialité. Donc ça peut être des cafés à distance. Ça peut être des managers qui ont fait ce qu'ils appelaient des appels câlins. Donc voilà, juste comment tu vas. Ça n'a pas besoin de prendre 2 heures, mais au fait comment tu vas. Voilà, préserver ces moments-là. Et puis, d'une façon générale, et ça c'est toujours vrai, donc éviter de réagir à chaud sur des messages. Voilà, prendre le temps de les relire, de relire ce qu'on écrit, parce que quand c'est écrit trop vite, c'est souvent, c'est souvent lapidaire, c'est pas forcément bien interprété derrière. Donc, pas hésiter à contextualiser, ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes heurté par un comportement, par quelque chose qui est dit, allez vérifier, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, le comportement n'est pas contre vous. Peut-être la personne n'a pas dormi cette nuit, s'est mal levée ce matin, à quelqu'un qui est malade dans sa famille, mais allez vérifier et vous allez sûrement apprendre quelque chose. Et en tout cas, en général, le comportement de l'autre a un sens pour lui et il est en général pas contre vous. Donc, c'est toujours aller vérifier. Et puis, la chose essentielle, je pense, c'est vraiment de ne pas laisser pourrir les situations de tension, de ne pas mettre tout dans la marmite et refermer le couvercle en espérant que ça n'explose pas, parce que ça ne marche pas. Merci. Donc, je ne sais pas si dans la salle ou en ligne, il y a des personnes qui veulent donner aussi peut-être leur truc. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont aussi des idées, des choses qui peuvent permettre je veux dire, de participer à cette amélioration de la confiance et du dialogue. Donc, n'hésitez pas à intervenir, on prendra aussi vos questions. En tout cas, ce qui me paraît important aussi, c'est tout ce que vous avez dit sur la communication, la transparence. On est sur des choses qui sont vraiment primordiales dans cette approche relationnelle pour éviter les difficultés. Et comme l'a dit Caroline aussi sur le fait de la considération de l'autre,
c'est-à-dire prendre en compte ses besoins, son comportement, pourquoi, sans oublier les siens. C'est ce qu'illustrait Guillaume. Il a pris en compte les besoins de l'entreprise, mais également les besoins des salariés. Ce que je trouve aussi pas intéressant, c'est dans cette idée aussi de stress. Parfois, on est tellement chargé en temps, en activité, que peut-être on néglige aussi de faire des temps comme voilà, de convivialité, de pause, de donner aussi plus d'importance à des choses qui, voilà, prendre le temps d'écoute et aussi de choses informelles, c'est intéressant. Il y a deux points en complément. Le premier, comme disait tout à l'heure Caroline, quand j'appelais les gens pour leur dire de venir, il y en a qui me disaient merci de m'avoir appelé. Parce que c'est vrai que même, alors les appeler pour leur dire de ne pas venir ou de venir, ça les sort un petit peu de leur isolement, et le fait d'avoir un échange, ils avaient l'impression d'être considérés. Et même quand c'est un deuxième point, quand les gens venaient, qu'on sentait qu'il y avait du conflit, c'est vrai que parfois, les sortir de leur environnement de travail, les mettre dans une salle à part, parler avec eux et leur demander d'expliquer pourquoi ils sont tendus, entre guillemets tendus, en conflit. Parfois, le fait juste de les asseoir en lieu neutre, d'échanger, ben, ils se rendaient compte que l'escalier avait été gravi, mais de façon inconsidérée, entre guillemets. Ils étaient partis d'un petit désaccord, c'était devenu un conflit, mais sans raison. Et c'est vrai que les asseoir, les poser, pas dans leur environnement, pas avec leurs collègues autour, ça permettait tout de suite de tuer le problème dans l'œuf. Et après, ils repartaient en s'étant parlé, entre guillemets. Et souvent, la parole, l'échange entre eux permet de fluidifier les rapports qui s'étaient crispés. Oui, Charles? Caroline a dit qu'il fallait éviter d'écrire trop vite ou de relire, mais est-ce que la solution, c'est pas carrément d'écrire en dernier ressort? D'éviter d'écrire. Supprimer les mails. Oui, parfois, ça serait bien. Il y a des entreprises où il y a des journées sans email ou des... Oui, il y a des tentatives. On est dans un monde où ça va être compliqué quand même. Oui, effectivement. Non, mais ce que tu voulais peut-être dire, c'est facile de répondre à un mail finalement. C'est plus facile. Il vaut mieux aller voir la Est-ce qu'à un moment personne. donné, on ne décroche pas son téléphone quand on voit le mail arriver, Oui, non. après avoir absorbé l'émotion et... Bien sûr, tout à fait. Et alors, c'est peut-être pas la peine effectivement d'envoyer un mail quand on est dans le bureau d'à côté. Parce que ça aussi, oui. Oui, non, si on peut le remplacer par un mot en face, ou par oui, bien sûr. Et puis ne pas multiplier les destinataires des mails quand ça ne sert à rien. Après, faire sans, on va avoir du mal, mais la bonne pratique de l'email, je pense qu'on a tous des progrès à faire. Oui. Ensuite, il y avait une question il y a un petit moment dans le chat, et c'est peut-être pour la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des pervers narcissiques qui de toute façon vont créer le conflit en vous rabaissant, vous expliquant que c'est jamais bien, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour la troisième partie? Oui, on la prendra après. Oui. D'accord, très bien. Oui, sur le mail, il y a d'excellents articles sur les bonnes pratiques. Je pense aussi que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on diffuse beaucoup plus, notamment aussi sur des choses urgentes, ou quand dans des bonnes pratiques toutes simples. Une fois, le président du Miago m'avait dit quand la maison brûle, on n'envoie pas un mail aux pompiers, on les appelle. Et du coup, bon, parce que lui, il n'aime pas les mails, si tout l'entend, je veux dire. Et donc, du coup, voilà. Je trouve que c'est un sujet très important qui crée beaucoup de conflits, l'email. C'est vrai qu'on a tendance à répondre très vite. Et il n'y a pas d'intonation de voix dans le mail. Et en fonction de la disposition de la personne, le point d'exclamation, ça peut être pris comme une remarque souriante, comme ça peut être pris comme une agression totale. Et c'est vrai que ce manque de sonorité, ce manque de visuel laisse cours à l'interprétation. Et ces interprétations, parfois, laissent cours à l'engrenage et au conflit au final. Alors, avant juste de passer, parce qu'il faut qu'on avance sur la troisième partie, juste il y a une question qui me paraît vraiment de la deuxième partie, donc on va peut-être prendre juste celle-ci, puis après on passera à la troisième. Donc c'est Olivier qui nous demande quels sont vos conseils pour créer une atmosphère de respect, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ce mot, de respect mutuel, surtout si elle n'existe pas au départ. Donc quels sont des conseils qui permettraient, à votre avis, la question n'est pas simple, de créer une atmosphère de respect dans une équipe? Je pense que c'est ça, Olivier, vous pouvez préciser votre question. Oui, pardon, Christine, pardon. Ce que je pense, c'est que vraiment, c'est d'instaurer la considération des uns des autres. Et c'est vraiment la prise en compte
du besoin des uns et des autres et de ses propres besoins. Et ça peut être avec l'écoute, avec l'observation, avec... et c'est vraiment ça, considérer que l'autre est son égal. Je ne suis ni inférieur ni supérieur, il est ni inférieur ni supérieur à moi. Et je considère ce qu'il me dit, donc j'accepte aussi de me remettre en cause si on n'est pas d'accord, etc. Et c'est vraiment ça. Après, il y a un point, c'est s'exprimer sur le même registre. Vous allez avoir des gens qui vont aimer le calme, la douceur, d'autres très énergiques. Et du moment que vous avez observé et que vous essayez de rentrer, de considérer ces comportements ou ces émotions de cette façon, la personne en général se sent considérée, se sent respectée. Et après, vous échangez, etc. Et ça, et je dis, c'est par l'exemplarité. Je suis très pro-exemplarité. Exemplarité. Alors parfois c'est dur, surtout pour ceux qui commencent, parce qu'ils se sentent un peu seuls. Et puis finalement, en général, par capillarité, ça marche. Bon, il ne faut pas être trop impatient, mais ça marche. Juste pour compléter ce que tu dis, parce que l'exemplarité, moi j'allais dire, en fait, la seule personne que vous puissiez changer, c'est vous. Donc effectivement, commencez par montrer l'exemple et puis ça va diffuser. Mais je rajouterais une chose, je pense qu'il faut que les règles soient claires. Quand les règles sont claires, déjà, ça définit le périmètre de chacun. Et souvent, il y a des conflits qui se créent parce que l'un pense être comme ça, l'autre pense être comme ça, surtout quand il y a des niveaux hiérarchiques ou des petites responsabilités. Et quand les règles sont claires, on sait comment on procède et autres, déjà, ça élimine toutes les interprétations, ça élimine toutes les je pensais que qui finissent par créer une mauvaise ambiance. Alors, peut-être que l'ambiance, dans l'exemple d'Olivier, c'est qu'au départ, les règles n'étaient pas claires, et peut-être déjà instaurer des bonnes règles, et après, il y aura peut-être les autres détails à régler au travers de la considération. Merci. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, c'est bien. On va les prendre plutôt après. Là, on va prendre le quart, hein, où on n'a pas réussi à faire tout ça. On arrive à la troisième phase et c'est la crise. C'est le conflit est là, la rupture est là, des salariés qui veulent pas, des équipes qui veulent plus parler, des gens qui s'arrêtent de travailler parce qu'ils ne peuvent plus aller au travail de peur de rencontrer leur patron des conflits. Donc voilà, si on est face à une crise, à la fois en tant que dirigeant, dirigeante, voilà, quelque chose de fort, ou aussi soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire, quel outil pour parvenir à l'apaisement, à la fois d'un côté voilà, des managers, mais aussi des collaborateurs, des salariés, des entrepreneurs. Quand la crise est là, comment faire? Quand le conflit est là, qu'à faire? Non, je ne dirais pas taper sur tout le monde, justement, je dirais l'inverse. Je vais reprendre ce que Caroline disait en termes de prévention, c'est-à-dire que pour moi, le point le plus important, c'est le retour au calme. Retour au calme. Retour au calme. Et je reviens à ma petite équation stress égale stresseur fois stressabilité. Tant qu'on n'a pas coupé ça, c'est impossible que, pour moi, de revenir à des choses apaisées. Ça, c'est ce qu'on disait pour les mails ou autres, et pas à chaud, quoi. Sans calme, pas possible. Et tout à l'heure, Caroline, vous parliez de différents comportements en cas de conflit. Je les relie à ceux du stress. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui ont tendance à partir, voilà. Les personnes qui ont tendance à être plus musclées et à se battre et à lutter, c'est ce qu'on peut avoir dans un conflit. Et puis les personnes qui se tairent, on se cache, surtout qu'on ne voit pas. Le conflit, ça me coupe, ça m'anéantit, ça m'inhibe. Alors là, pour le coup, des petites astuces, peut-être que vous l'avez remarqué aussi par vos expériences, c'est surtout pas dire mais c'est pas possible, t'es stressé, t'es énervé, ça va pas, etc. Ça en général, ça fait monter la sauce. C'est le truc à ne pas dire. Et après, en fonction du comportement de la personne en face, si c'est quelqu'un qui est plutôt tendance à fuir, c'est vrai que si vous lui dites
si vous donnez une injonction en voulant l'aider et autres, ça ne marchera pas. Si vous avez quelqu'un qui est dans la lutte, bah, c'est vrai que lui, vous pouvez se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, le conflit est là, si vous arrivez. Alors, moi, je parle plutôt en tant que DRH ou manager, puisqu'en général, on nous appelle une fois que c'est bien avancé. On fait un peu les pompiers, voilà. On nous appelle parce qu'on se souvient de la partie humaine, on n'a pas encore été robotisé. Et puis, quand c'est quelqu'un qui est vraiment à l'issue du conflit ou dans le conflit qui est vraiment anéanti, c'est plutôt une attitude un peu cocooning. Bon, écoute, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, etc. Donc ça, c'est déjà des premiers petits tuyaux que je peux partager. Et il y en a un autre quand même qu'on oublie parfois, et je rebondis sur ce que vous disiez, Guillaume, c'est interrogeons-nous aussi, n'oublions pas qu'on peut être aussi partie du conflit. Comme Guillaume évoquait tout à l'heure le problème d'organisation, c'est aussi, si on est partie du conflit ou source ou autre, ben dire ok, je comprends que vous puissiez être énervé et parfois aussi reconnaître que nous, en tant qu'organisation, pas forcément, ou en tant que fonction, on peut être partie prenante à ce conflit. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense que ça revient à l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Et puis après, la deuxième partie, c'est quand même d'avoir un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que la sauce a monté, a gravi les escaliers contre toutes les lois de la nature. Et, euh, et donc, je dirais quelque chose observé. Euh, éviter de demander pourquoi tu es comme ça, mais pourquoi tu t'es énervé, pourquoi. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, pourquoi vivaient ça comme une demande de justification. Et ça les énervait puissamment. Donc plutôt tourner sa phase autrement, pour éviter encore de mettre crescendo. Et la dernière partie, ça serait justement amener la personne à la réflexion, ou les personnes à la réflexion. Comme l'exemple des deux salariés qui se chicoraient là au démarrage et ça rejaillissait sur les résultats de l'atelier, c'est de dire ok, on vous a écouté, ok, on comprend, mais après, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez bien pris tout en compte, est-ce que vous avez vraiment pensé à tout, que ça pouvait porter préjudice à l'équipe, à l'entreprise, etc. Et puis finalement, si vous ne changez rien, en fait, dans quelle situation on va se retrouver finalement après. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il pourrait y avoir un truc, peut-être une utilité à changer. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment grave là ce qui se passe ou ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Finalement, voilà. Et puis aussi un aspect de réflexion, en fait. Pourquoi vous en êtes arrivé à ce conflit-là? Qu'est-ce qui a fait? Et puis finalement, à la fin, de dire, bon, bah, maintenant, vous en êtes où par rapport à ce sujet, à cet objet de conflit? Parce que le but, en fait, c'est d'arriver à la fin et de construire et pour revenir avec ce qui apparaissent à mes yeux comme des éléments de prévention du conflit, ce qui amène à une solution d'écoute et de partage et vraiment de ce qui est la compréhension et montrer qu'on a entendu l'autre en construisant des choses. Voilà ce que je peux Merci. partager de mon expérience. Oui. Guillaume, est-ce que vous déjà, du coup, fait redescendre la température sur des cas de conflits ouverts, on va dire, ou des choses qui Je se sont rebondis un bien petit peu sur ce que exprimées? dit Christine. C'est beaucoup d'échanges déjà. Je pense qu'il faut identifier la raison du conflit pour pouvoir le détricoter, parce que quand la pelote elle est complètement emmêlée, on n'y arrive jamais. Et moi, je parle sur le terrain, il faut que ce soit en terrain neutre, entre nous, pas devant tout le monde. Ça peut que amplifier les choses, parce que quand les gens sont dans leur environnement, ils veulent toujours avoir raison. Donc, devant ses collègues, parfois, c'est déraison, entre guillemets. Ils veulent avoir raison devant les autres, et la déraison prend le pas. Donc, se mettre au calme dans une salle, moi, c'est ce que je fais. Voilà, après, je n'ai pas que des bonnes solutions, mais au moins au calme entre les personnes et les faire échanger et trouver le noyau de la pelote pour commencer à détricoter, pour arriver à rendre les choses fluides. Après, on va dire, tout conflit a une genèse et l'objectif c'est de la trouver pour la tuer, entre guillemets.
Merci, c'est un peu philosophique presque, c'est ça. Ouais. Merci donc pour ces apports. Donc maintenant, du coup, on va parler aussi un petit peu, Caroline, de ce que c'est que la médiation. C'est aussi une ressource parfois pour des organisations en crise, des gens un petit peu au bout, où on a besoin d'un tiers. Donc c'est votre métier. Oui, merci. Donc, déjà, effectivement, vous avez bien entendu ce qui a été dit. La première chose, c'est l'écoute, et c'est l'écoute avec des questions ouvertes pour aller chercher ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est la partie immergée de l'iceberg. Et ça, c'est des attitudes qu'on devrait tous maîtriser, en fait. On devrait tous être formés. Et même si ça commence à venir dans les écoles, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Et j'ai vu ça quand on travaille avec des personnes anglo-saxonnes, ils sont beaucoup plus habitués en fait à ce type d'attitude. Enfin, moi j'ai fait une médiation avec 2 Américaines, j'ai dit mais si elles pouvaient toutes être comme ça, mes médiations, elles avaient tout compris, j'avais rien à leur expliquer et presque voilà. J'ai juste donné le petit coup de pouce, mais en fait, elles savaient faire. Et malheureusement, en France, on n'est pas du tout formé à ça, on n'a pas appris. Et il y a quand même des choses qui s'apprennent et qui se mettent en pratique. Alors, si vous êtes face à un conflit et qu'en interne, vous n'avez pas réussi à dénouer le conflit, peut-être il a trop évolué, il est trop enquisté, il est trop bien installé. Déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un problème managérial ou un problème organisationnel. C'est ce que vous disiez, Guillaume, tout à l'heure. Si vous avez des postes qui sont mal définis, des rôles qui ne sont pas clairs, un manager qui ne joue pas son rôle de manager, une surpression qui est organisée par l'entreprise pour faire partir des salariés. Enfin voilà, à partir du moment où vous êtes dans une organisation déficiente, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il faut déjà résoudre ce problème-là et vous n'allez pas faire appel à un médiateur comme alibi, parce que d'abord, il ne va pas rentrer dans ce jeu-là, mais en plus, ça ne servira à rien. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, alors oui, la médiation, faire appel à un tiers extérieur peut apporter. Pourquoi? Parce que ce que vous disiez, Guillaume, tout à l'heure, quand vous prenez les personnes à part et que vous les faites s'exprimer, quelque part, vous essayez de jouer ce rôle-là, et ça peut très bien suffire. Mais vous restez le manager, vous restez une personne à qui on ne va peut-être pas raconter facilement certaines choses, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que ça vous retombe dessus. C'est pareil, il y a des choses que vous n'allez pas facilement raconter à votre DRH. Là, le médiateur, il est extérieur. Il est indépendant et il garantit la confidentialité de ce qui est dit de façon à ce que les personnes puissent vraiment s'exprimer. C'est son rôle de poser la sécurité, de faire en sorte qu'elle soit tenue. Et là, ça peut vraiment être un levier très important. J'en profite pour rappeler aussi que en fait, la médiation devrait être systématiquement proposée dans le cas d'allégations de harcèlement. Elle peut être demandée soit par la personne qui subit peut-être harcèlement, ou soit par le dit harceleur. Et en tout cas, elle est inscrite dans le Code du travail et donc les DRH devraient systématiquement la proposer à ce moment-là. Et là, la médiation, à partir du moment où, alors je sors de ce cadre précis de harcèlement, mais d'une façon générale, les personnes qui viennent en médiation s'engagent, c'est-à-dire elles sont libres de venir en médiation, elles sont libres d'arrêter, elles sont libres à tout moment de sortir de la pièce et d'arrêter la médiation. Et c'est cette liberté qui est la garantie qu'elles vont s'engager dans la démarche. Donc c'est essentiel. Donc la liberté, c'est ça qui va leur permettre de s'engager, d'engager leur responsabilité dans une recherche de solutions. C'est confidentiel, l'espace de médiation, c'est-à-dire que ce qui sort de l'espace de médiation, c'est ce que les personnes ont accepté d'en faire sortir. Donc elles vont en redire quelque chose, certainement, mais c'est elles qui vont décider ensemble de ce qu'elles en disent, qui vont partager les décisions qui auront été prises.
Et puis tout ça dans un cadre d'écoute, on en a parlé largement, hein, mais d'écoute bienveillante, d'écoute respectueuse. Et moi, j'aime bien dire écouter l'autre et essayer de le comprendre, c'est pas être d'accord avec lui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde, paradoxalement. Est-ce qu'on peut accepter de comprendre les motivations de l'autre personne, même si nous, on ne les partage pas? C'est ça, en fait, la médiation, c'est comprendre et aller chercher les besoins de chacun pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là. Et peut-être que le résultat, ça sera une rupture du contrat de travail. Mais au moins, on se sera parlé, on se sera dit ce qu'il en était et on va pouvoir avancer dans cette rupture de façon beaucoup plus sereine qu'en partant pour des années de prud'homme et sans fin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à un médiateur. Je ne sais pas si Amanda, tu veux compléter. Non, enfin moi j'ai eu l'occasion d'exercer aussi dans un cadre pénal par rapport à des conflits familiaux, des choses comme ça, et c'est vrai que enfin moi je trouve qu'on apprend aussi, c'est-à-dire le conflit, enfin je trouve que, et du coup pour moi la médiation, ce qu'elle apporte aussi, c'est justement un espace pour tenter le dialogue, pour donner la chance et du coup de venir aussi avec cette intention d'apaisement. Et puis parfois quand on est le conflit, on est complètement embourbé, enfin, on voit rien. Et puis la médiation permet quand même aussi de faire un nouveau regard, un pas sur le côté. Donc je pense que c'est une chance de pouvoir tenter en tout cas le coup quand on est voilà, quand on a envie, quoi. Cette dimension de liberté est très importante. Et je trouve que ça vaut le coup de tenter ça. Je ne sais pas si, oui, Christine a des questions. Je souhaiterais rebondir sur ce que vous avez dit, Caroline, notamment à propos de l'exemple des personnes américaines. Il ne suffit pas d'avoir les outils. Il faut aussi vraiment vouloir. Bon, là, il y avait un conflit, quelque chose, mais il faut vraiment avoir l'intention. Sinon, de toute façon, c'est perçu par l'autre et ça ne fonctionnera pas. Et je pense que cette intention aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que souvent, on donne des outils, ou même aux managers, ils nous disent j'ai fait ça, mais en vrai, ce n'était pas leur intention véritable de résoudre le conflit. Et pour rebondir aussi sur la partie communication, je reviens sur la considération qu'on a de l'autre. Pour moi, ça favorise vraiment l'assertivité, c'est-à-dire l'expression de soi. Donc, ça ne veut pas dire ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire donner forcément raison à l'autre, de s'exprimer soi tout en respectant la parole et le point de vue de l'autre. Je pense que ça, c'est également deux points qui sont à souligner dans la gestion du conflit quand ça vient. C'est vraiment deux points. Merci. Du coup, il y a une question, je ne sais pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une question sur le chat qui était un petit peu avant, mais qui me fait penser à cet échange. C'est une question d'Ivar qui pose la question, voilà, et si le dirigeant n'est pas un adepte de la gestion des conflits, genre, faut bosser vos états d'âme, il ne met pas, mais je pense vos états d'âme, on s'en fout. Et c'est vrai que moi, je rejoins sa question parce que parfois, par rapport à la médiation, on m'a souvent dit, mais c'est un truc de bisounours, ton truc, moi, je ne peux pas faire ça. Enfin, je le dis crûment, mais hein, je pense que c'est assez clair. Donc, comment faire, effectivement, pour instaurer, ou en fait, au sein de son entreprise, pour amener cette culture du dialogue proposé. C'est ce que disait Caroline, c'était quand même plus difficile quand à la direction de l'entreprise, on n'est pas sur cette longueur d'onde. Alors si c'est affiché, vous rejoignez l'entreprise, parfois vous savez que c'est comme ça et vous essayez de faire autrement et de montrer par l'exemple que ça fonctionne, que finalement les résultats sont meilleurs et puis du coup, je ne sais pas quel patron préférerait d'avoir des résultats moins bons. Un peu voilà. plus pragmatique, vous voulez dire, un peu plus chiffré. Ouais, c'est ça. Un moment, voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'une ambiance, une étude a montré, alors je ne sais plus laquelle, a montré que les personnes en situation de stress ou de mal-être étaient 30% moins efficientes que des personnes qui étaient à l'aise. Donc, en fait, si par exemple, après la personne, il faut qu'elle ait
si c'est une conviction qu'elle apporte et qu'elle la met en œuvre, par exemple dans son service ou autre, c'est vrai que c'est plus facile quand la direction est sur un autre modèle, mais si elle l'apporte et que les résultats sont là, eh bien, j'ai connu certains endroits où ça avait marché. Mais c'est vrai que ça nécessite un engagement de la personne qui le porte. Oui, si la culture est complètement différente, bon, vous pouvez montrer toutes les études effectivement qui montrent que le conflit a un coût énorme, hein, aussi bien un coût organisationnel, un coût en espèces sonnantes et trébuchantes et un coût humain à chaque fois. Enfin, c'est des entreprises où il y a un turnover fort. Voilà. Après, une fois que tout ça est clair et que l'entreprise ou les responsables continuent dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il commence à y avoir des entreprises qui sont condamnées parce que vous entendez de plus en plus parler de qualité de vie au travail, donc il y a des condamnations, notamment pour ne pas avoir proposé la médiation, pour ne pas avoir pris en compte les souffrances des salariés. Et voilà, on y vient de plus en plus. On ne peut que le souhaiter, en tout cas, que ça se développe. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Peut-être essayer de répondre. Oui. Oui. Le conflit, c'est quand il y a eu une rupture, c'est-à-dire les gens ont commencé à se parler, ça s'est mal passé. Je pense que parfois, vous parlez beaucoup des gens qui font l'autruche. Il y a aussi des gens qui sont dans une profonde situation de mal-être parce qu'ils n'osent pas du tout. Par exemple, imagine deux ouvriers, il y en a un qui s'assume beaucoup plus que l'autre, qui va l'écraser complètement. Est-ce qu'il faut peut-être pas créer le conflit dans ce cas-là? Comment le manager il gère cette situation? Comment il la détecte? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, le manager ne peut pas tout, parce que les pauvres managers, sinon. En fait, là, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi la considération pour soi. Donc, on n'a pas tous le même capital, mais par l'observation, le manager peut le voir. Quelque part, si c'est un bon manager, il va voir qu'il y en a un qui écrase l'autre, et là, pas d'autruche. C'est son job quand même un peu. Après, c'est pas lui qui va pouvoir aider la personne à se transformer. Donc, après, il peut peut-être proposer à la personne qui a du mal à faire preuve d'assertivité, à s'exprimer, à travailler le sujet, à faire des formations. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure. On est voilà, des formations, du coaching ou autre, pour travailler sur soi, parce que ça, c'est intrinsèque à la personne. Mais justement, c'est la responsabilité du manager de s'apercevoir de situations comme ça. Cependant, sur le terrain, moi c'est ce que je vis, quand il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, déjà il faut les écouter séparément pour qu'il y ait un droit de parole sans que l'autre l'écrase, et après il faut dire les choses. Souvent le manager a pas, il y a une expression triviale, mais je ne la sortirai pas, n'a pas la capacité d'oser dire les choses. D'oser dire les choses, alors tout à l'heure vous disiez un plus fort que l'autre, mais de dire les choses, mais sans les juger, de dire laisse-le parler, tu l'écrases, laisse-lui le temps de parler, ou sur le terrain, je vois que, parfois c'est compliqué parce qu'on se met peut-être à dos le fort pour faire un peu monter le faible, mais moi j'ai toujours eu, au travers de mon expérience, la volonté de dire les choses. Parce que quand on ne dit pas les choses, déjà on ne les dévoile pas. Donc on essaye de résoudre des choses, mais on ne sait pas de quoi on parle. Donc si déjà les choses sont dites, les choses sont factuelles, parfois c'est dur de crever l'abcès, c'est la bonne expression, mais une fois qu'on a bien mis les choses sur la table, eh ben on parle de choses que les gens comprennent. Et après ça enlève l'effet pervers de j'ai pris l'ascendant dessus ou je suis timide et autres, mais les choses sont dites. Et moi à ce niveau-là, je le perçois comme ça. Et c'est là où, c'est le rôle du bon manager d'identifier ces problèmes-là et de ne pas les laisser s'installer. Parce qu'à partir du moment où vous avez ce type de situation qui s'installe, vous avez une personne qui est de plus en plus en souffrance
et qui est de moins en moins capable de réagir. Et là, on est complètement dans un cercle vicieux aussi, où plus vous laissez ça se développer, et plus l'intervention va être compliquée. Alors qu'à la limite, si c'est pris tôt, effectivement, on peut les réunir, on peut les faire s'expliquer, et peut-être encore. Enfin voilà, mais c'est le rôle du manager d'identifier ces choses-là, et puis... Et c'est toujours plus, ah bah, excuse-moi. C'est toujours plus facile de régler un problème au début et d'être présent sur le terrain, de les voir, d'écouter les autres salariés, parce que les autres ne disent pas que des bêtises. Parfois, ils alertent. Oui, oui. Et parfois, ils alertent et faut pas dire oui, j'ai entendu et puis passer à autre chose parce qu'on a autre chose de plus important. Parfois, ça tue pas de descendre dans le labo. Moi, j'appelle ça un laboratoire, ou dans l'usine, ou dans la fabrique, et d'aller voir la personne et d'écouter et de demander la vraie chose. Parce que souvent, on écoute ce qu'on nous a dit. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, souvent. Donc, il faut éclaircir. Et une fois que tu as écouté, une fois que tu as entendu, et ben parfois, là, on analyse qu'il y a un souci et tout de suite, on le résout. Si on laisse courir, oh ben, je lui ai dit, il a rien fait. Et c'est nombreuses fois où on entend ça. Donc, ça ne fait que amplifier les choses. Ah ouais, ils s'en foutent. Ok. Donc, on continue, ils s'en foutent. Et puis, au bout d'un moment, la boule est tellement grosse qu'on ne sait même plus la gérer. Alors que dès le début, si on va résoudre le problème, ce n'est qu'un petit problème. Et c'est facile. C'est jamais facile. Mais c'est beaucoup plus aisé que d'aller monter sur une montagne pour quelque chose parfois qui était juste un caillou. Voilà, ça reste parmi les dernières questions. Mais parce qu'on a plus Charles beaucoup n'a pas de temps. répondu à la Oui. question sur son pervers narcissique. Voilà, il y avait- En fait, je vais reprendre ça, mais vous avez beaucoup exposé comment être un bon manager et éviter que des conflits se développent dans une équipe. Il y a un certain nombre de gens qui assistent à la conférence qui, en fait, en tant que manager, sont eux-mêmes confrontés à des conflits que leur N+1 ou N+2 veut pas régler. Et donc, on a bien compris là ce qu'il fallait faire, notamment en termes d'anticipation, pour garder une bonne ambiance et donc une bonne efficacité dans ses équipes en tant que manager. Maintenant, quand on redevient soi-même le sujet de la tension et du conflit, je pense que la remarque de Guillaume sur l'anticipation est essentielle, mais qu'est-ce que vous conseillez qu'est-ce qu'on fait, à part claquer la porte quand ça devient ingérable? Donc anticiper, ne pas laisser passer peut-être les choses dès le départ, ne pas attendre que ça... Et demander un recadrage, et quoi d'autre? Ça bouffe des cadres, ça bouffe... Parce que peut-être en soi-même, on oui, est dans soi-même dans la non pas en tant que situation. manager, Voilà, mais en tant que sujet attention en conflit avec soit un collègue, soit un N+1. Oui, oui, tout à fait. Quels sont les conseils de survie que... Alors, il nous reste 5 minutes. Attention pour les conseils de survie. Moi, je dirais que, alors, je vais retourner toujours au même, hein, c'est-à-dire la transparence, ce que Guillaume a expliqué, se parler, mais vraiment, et puis amener l'autre à la réflexion, et c'est-à-dire faire preuve d'assertivité, exprimer son besoin, ses envies, ce qu'on ressent, et l'échange, on est pareil. Alors, on va utiliser la technique, on va dire, du feedback. Voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens, quelles sont les conséquences, voilà ce que j'attends. Et en fait, pour moi, c'est que ce qu'on soit manager, dirigeant ou soi-même, pour moi, les ingrédients, la recette du traitement sont les mêmes. Et dans le calme, le plus possible. Oui, je pense que la première chose, c'est déjà de regarder le problème en face, c'est-à-dire d'accepter qu'on a un problème et qu'on est en partie responsable de ce problème et que donc on fait partie du système et de se dire, ben voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire pour le régler, comment je vais m'y prendre et effectivement, il n'y a pas 56 solutions, il faut mettre de la communication, il faut clarifier la situation, il faut aller parler avec les personnes avec qui on est en conflit. Et si on ne peut pas le faire tout seul, parce que c'est quand même pas simple, et qu'en général, c'est là où ça passe pas, s'il n'y a plus de communication, si la communication ne passe plus, il faut aller chercher l'aide d'un tiers à ce moment-là pour effectivement retrouver un dialogue, en fait, retrouver une communication quand il n'y en a plus ou quand elle est complètement dysfonctionnelle. Tu dis que c'est pas facile, Claire? Ah non, mais c'est pas toujours possible.
Parce que quand on est sur la même chaîne, enfin, si on est au même niveau hiérarchique avec un père, on peut être en conflit avec enfin, en tout cas au niveau cadre dirigeant à un moment donné. Il y a pas de, enfin, je veux dire, la personne, on a beau aller chercher le dialogue, etc. Quand on a quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le dialogue, si on va chercher le numéro 1 et qui ne veut pas, parce que c'est pas il ne veut pas régler le conflit, on n'a quand même pas trop de solutions, à part effectivement partir dans son bureau et motiver l'équipe autrement. Enfin, Ou changer de boîte. ou changer de boîte si ça devient trop insupportable. C'est ça, le conflit ne peut être réglé que si on le veut vraiment. Donc si en haut ils ne veulent pas, Voilà. enfin en haut, On est le jeu peu de importe, l'autre. même nous, comme disait Caroline, si on est partie prenante d'un conflit, si nous, au fond de nous, on ne veut pas le régler, il ne se réglera pas. Il y a aussi ça. Il faut que la personne en face, ait aussi un problème. Elle n'a pas forcément le même problème que vous, mais il faut qu'elle en ait un. Parce qu'effectivement, si elle n'a pas de problème, elle ne va pas faire d'effort. Donc, la solution, enfin, en tout cas, la façon d'aborder les choses, c'est d'essayer de trouver quel peut être son problème à elle. Lui générer un problème. En tout cas, qu'est-ce qui va faire qu'elle a envie effectivement de rentrer en discussion avec vous. Mais le fait que ce soit son supérieur qui vienne lui dire toi tu vas discuter avec l'autre là, c'est pas forcément ça qui va fonctionner non plus. Hein. Donc, mais la prendre sur Non, mais d'adulte à adulte sur Et mettre à plat les choses. Je pense que rendre visible l'invisible, déjà ça. On sait de quoi on parle et parfois on se rend compte qu'on ne parle pas de la même chose. Comme disait Caroline, quel est son problème? Et souvent on a l'impression qu'on a le même problème, mais c'est pas vrai. Parfois c'est deux problèmes, c'est dialogue de sourds parce qu'on ne se parle pas de la même chose. C'est parler de soi déjà en fait. C'est-à-dire que si vous allez voir la personne en disant j'ai un problème avec toi ou quand tu fais ça, ça ne me convient pas, bon, bah, laissez tomber, ça ne peut pas marcher. Mais si vous allez la voir en disant je suis en difficulté dans mon travail parce que actuellement, voilà, enfin, vraiment repartir sur du factuel et sur ce que ça vous fait à vous. Merci. Merci à vous. Je crois qu'il va falloir qu'on rentre de l'antenne après cette soirée mouvementée, mais passionnante. Je crois que le conflit, voilà, c'est aussi ce qui fait, en tout cas de mon point de vue, relation humaine aussi. Du coup, dans les échanges, on ne l'a pas beaucoup dit, mais parfois, ce qu'il y a après le conflit peut être aussi plus sain. Enfin, j'ai cette sensation, en tout cas, quand on arrive à le transformer, comme on dit chez les médiateurs, cette idée de traverser, en tout cas. Donc, on n'a pas beaucoup dit, mais c'est pour donner de l'espoir à nous tous. Donc, un grand merci à vous trois, d'avoir bien voulu venir, jouer le jeu de la retransmission, pas évident. Grand merci à Charles, à Nicolas, surtout aussi pour la partie technique, à Delphine, à toute l'équipe, à Laurent, à toute l'équipe agro-dirigeant qui a beaucoup travaillé pour cette soirée. On essaye de maintenir coûte que coûte nos activités aussi. Donc merci à tous les agros qui nous soutiennent aussi dans ce chemin. Voilà, on traverse un peu les aléas comme tout le monde, mais voilà, grand merci à vous d'avoir bien voulu parler du conflit avec nous ce soir. Donc, je vous laisse juste si vous voulez dire un dernier mot de conclusion pour qu'elle soit plutôt la vôtre que la mienne sur ce sujet dont voilà, le titre était Comment parvenir à l'apaisement. Un mot peut-être? Un mot, moi je trouve que tu avais une super conclusion. Effectivement, je suis convaincue que le conflit, non seulement il est inévitable, mais il peut être souhaitable, il peut être positif et c'est inhérent au changement et à la nature humaine. Donc, apprendre à le gérer, apprendre à en faire du mieux, c'est une belle chose. Moi, au niveau terrain, je dirais que c'est l'anticipation. L'écoute et l'anticipation. Plus c'est pris tôt, c'est comme les maladies. Plus c'est pris tôt, plus c'est facile à soigner. Et là, c'est pareil. Pas qu'il y ait d'engrenage, pas qu'il y ait Voilà, faut être à l'écoute, en fonction de nos capacités, et puis rendre visibles les choses comme ça. On parle tous de la même chose. Merci. Et moi, je dirais un peu la même chose, mais l'important, c'est l'intention. C'est de vouloir vraiment ou éviter, ou amoindrir, ou résoudre le conflit. Et puis, on a des pratiques, le lien, la communication
ascendante, descendante, transverse, etc. Et je dirais, heureusement, on a quand même des outils pour travailler sur tout ce qui est organisationnel dans nos structures, et puis travailler sur l'être humain pour ce qui est des comportements et de chacun, donc heureusement. Très bien. À bientôt. Merci à tout le monde et bonne soirée.